À 2 mois de la présidentielle, l'actualité politique en Côte d'Ivoire évolue à un rythme soutenu, offrant chaque jour de nouvelles analyses aux observateurs et acteurs de la vie publique. C'est tout l'objet de ce nouveau numéro de la revue de presse grand format, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur l'Intelligent TV. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Deux grands sujets retiendront notre attention ce soir. Il s'agit de ce premier sujet débouté par l'ONU. Quelle marge de manœuvre reste-t-il à Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam à seulement 2 mois de la présidentielle du 25 octobre 2025? Nos consultants sur ce plateau apporteront leur éclairage. Ils se prononceront également sur la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a annoncé qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale après la présidentielle, contrairement à ce qui avait été évoqué il y a quelques mois. Une décision qui soulève la question suivante: l'organe électoral s'est-il discrédité? Voilà le menu de cette émission portée par une jeunesse désireuse de faire entendre sa voix et de compter dans le débat politique national. Sissé Ibrahim Khalil, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes militant du RHDP, vous êtes chargé de communication de l'UNARES, qui est l'Union Anyamalaise pour la Renaissance et la Solidarité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vanier Biza Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Vous êtes président fondateur de l'APCM International, qui est l'Association des Africains pour le changement de mentalité. Merci d'être présent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, juste après ceci. Nous sommes bel et bien sur l'Intelligent TV et vous suivez la revue de presse grand format. On y va pour ce premier sujet. Dans une note rendue publique le mercredi 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rejeté la demande de mesures provisoires introduite par les conseils de Laurent Gbagbo qui réclamait sa réinscription immédiate sur la liste électorale. Toutefois, l'instance onusienne a rappelé à l'État ivoirien son obligation de permettre au président du PPACI d'exercer pleinement ses droits politiques conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Une décision similaire avait été déjà prise dans le cas de Tidjane Thiam, dont la requête pour sa réintégration immédiate sur la liste électorale avait également été rejetée. Question pour tous les deux, messieurs, sur ce plateau. Quelle marge de manœuvre reste-t-il aujourd'hui à Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam? Vanebi. Merci beaucoup, M. Khalil, de nous donner la parole, de nous exprimer donc sur cette actualité brûlante de notre pays, surtout dans ce contexte électoral qui vraiment inquiète les Ivoiriens dans leur globalité. Relativement à la question que vous avez posée, je pense pour ma part que le sujet en soi est mal posé. Pourquoi? Parce que vous dites débouté par le comité des droits de l'homme de l'ONU. Quelle marge de manœuvre reste à monsieur, ou du moins au président Gbagbo et Tidjane Thiam? Or, en réalité, ici, ils n'ont pas été déboutés. Est-ce que vous voyez? Déjà, avant d'en arriver à la marge de manœuvre qui leur reste, je vais d'abord démontrer qu'ils ne sont pas déboutés par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Pourquoi? Je lis, si vous me le permettez, je vais lire ce que le paragraphe 2 de la note donc, du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Ici, il est dit, en référence à la règle 94 de son règlement intérieur, après avoir examiné le dossier,
Le comité, agissant par l'intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux sur la nouvelle communication et mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires de l'auteur, mais invite l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'auteur puisse exercer ses droits politiques en vertu donc de l'article 25 du pacte. Une question, les mesures provisoires, c'était quoi exactement? Les mesures provisoires, c'était l'intégration immédiate de M. Thiam et Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et que dit l'ONU à ce sujet? Au sujet de ces mesures provisoires, la réintégration immédiate. L'ONU répond ici que le comité répond qu'il n'accorde pas cette mesure, mais il y a un mais. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. C'est pourquoi nous disons qu'ils ont été déboutés sur la forme de ce jugement. C'est de ça que nous parlons. Je vais prendre, comme en Afrique, on aime parler avec des images. Je vais prendre une image pour vous expliquer un peu. C'est comme dans une famille, dans une grande famille, où le père, c'est-à-dire un fils, l'aîné d'une famille, donc a des problèmes avec son père. Donc, un problème sur l'héritage, qui est de son droit légitime. Maintenant, le père veut lui arracher ce droit légitime, donc, de bénéficier de son héritage. L'enfant, dans un premier temps, va voir l'oncle de son père, et son oncle, c'est-à-dire le frère de son père, et lui demande à ce que son père accepte, donc, qu'il bénéficie de ce droit légitime-là. L'oncle dit à son père, « Ok, voici que ton fils vient me voir par rapport à une situation. Mais en attendant que j'analyse le fond de ce qu'il a dit, il faut permettre que quand même il jouisse donc de ses droits. » Et le père refuse cela. Le père reste dans sa posture et après l'oncle, des moments donnés, l'oncle prend la décision donc de ne pas céder à la demande donc du fils. Le fils, ayant épuisé donc les voies de recours internes, décide donc d'aller voir le grand-père, donc le père de son père, qui, en l'image, je peux parler là de l'ONU, pour aller poser le même problème. Et le grand-père, à son tour, dit c'est la même chose, c'est-à-dire que en attendant que je prenne les dispositions qu'il faut pour analyser le fond du dossier, le père a l'obligation donc de permettre à ce que cet enfant-là jouisse de son héritage qui est légitime. Mais cela ne veut pas dire que j'ordonne forcément au père de lui donner ce droit, mais il faut que j'analyse le fond. Mais que dit le père, que dit le grand-père concernant la mesure provisoire immédiate qui est la réintégration immédiate? Mais ici, le père dit qu'il ne peut pas accéder. C'est de ça, que nous parlons. Et c'est à partir de ça que nous avons posé le sujet et nous demandons, au regard de tout ceci, quelle marge de manœuvre pour Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo? J'en arrive là, c'est comme une rédaction de dissertation. Allez-y rapidement, parce qu'on on commence à rédiger une rédaction, une dissertation, vous voyez que dans un premier temps, on exprime d'abord ce qu'on ne pense pas. Et en deuxième lieu, on dit, il y a telle chose qui arrive comme ça, mais, et il y a le mec qui intervient dans le communiqué du comité de l'ONU, qui dit, mais, nous demandons, c'est dit là dans le communiqué, mais, invite l'État parti à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'auteur puisse exercer de ses droits politiques en vertu de l'article 25. Donc, ça veut dire que la vraie position ici, c'est ce qui vient après le mais. Bon, c'est votre avis. Vous choisissez un pan pour laisser un pan. Maintenant, allez-y, on vous maintenant comprend. Ça dépend de comment, dans quelle posture nous nous mettons pour n'est-ce pas, lire ou du moins pour analyser ce communiqué ou bien cette communication du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Maintenant, vous me posez la question de savoir quelle manœuvre, quelle marge donc de manœuvre reste au président Gbagbo et Tidjane Thiam. Mais je pense que nous sommes là face à des politiciens aguerris. Et le président Laurent Gbagbo, il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Vous voyez, en 90, lorsque le président Gbagbo devait participer aux élections présidentielles, il n'y avait pas la question donc, de caution. Mais à la dernière minute, pendant que le jeu est ouvert, le président en exercice d'alors, ou du moins les organisateurs d'alors, demandent à ce qu'il y ait une caution à verser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ont la bonne mémoire, des citoyens ivoiriens ont commencé à cotiser pour payer la caution du président Laurent Gbagbo.
Si nous venons ici en 2000, lorsque l'agent militaire qui était au pouvoir, je vais parler en la personne de Gueye, avait refusé donc d'accepter les résultats des urnes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est levé de façon unanime pour dire non à cette forfaiture. Donc, c'est le même président Laurent Gbagbo qui est face à cette situation. Je pense qu'il a une histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, si il tentait qu'il est débouté, comme vous le dites si bien, par ces organisations internationales, mais le décideur, ou du moins celui dont la décision est irrévocable dans un régime démocratique, et je pense que c'est le peuple. Et donc ce peuple-là, ils auront recours à ce peuple et de manière, je vais dire manifeste, ce peuple va réagir au moment opportun. D'accord. Vous allez nous dire tout à l'heure comment est-ce que ce peuple va réagir, à votre avis, à votre sens. Le temps de donner la parole à Cissé Ibrahim Khalil pour se prononcer sur la question. Bien, merci M. Khalil. J'ai tout à l'heure écouté mon frère Vanier. Bon, je suis pratiquement perdu dans tout ce qu'il a expliqué avec le grand-père, le père, l'oncle, et puis le neveu, tout ça. Il faut rester droit et cadré sur le sujet qui nous concerne ce soir. Est-ce que, après avoir émis des questions au niveau de l'ONU, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, est-ce que M. Gbagbo et M. Thiam ont eu le résultat escompté? Nous tous ici, nous sommes unanimes que non. Oui. M. Vani, que non. Parce que le communiqué que vous avez lu à son paragraphe 2, vous devez lire tout le communiqué. Le communiqué est clair. La décision que l'ONU vient de donner n'est pas une injonction, ce n'est pas imposé. Et je l'ai dit. Et un État sérieux, comme la Côte d'Ivoire, avec des institutions qui fonctionnent, qui consolident les acquis depuis une quinzaine d'années, vous voulez qu'on applique une décision provisoire? On est sérieux là? On est sérieux? La Côte d'Ivoire, depuis une quinzaine d'années, est en train de travailler à solidifier et à améliorer son, comment on appelle ça, sa démocratie à travers ses institutions, à travers les actions posées en faveur des acteurs politiques chaque jour. Et ces institutions et cette démocratie qu'on demande tous les jours à, comment on appelle ça, aux populations, qu'on chante dans nos meetings et qu'on sort, et quand cette démocratie s'exprime à travers nos institutions qui prennent des décisions, nous sommes contre. On s'élève, on va à l'extérieur. Arrivé à l'extérieur, ces personnes-là disent oui, nous constatons que vos droits n'ont pas été violés. Mais en attendant, nous demandons de façon provisoire à l'État en question de vous permettre de jouir de vos droits politiques et civiques. Bon, ok. Mais pourquoi l'État ne se soumet pas à cette injonction? Pourquoi? L'État ne peut pas se soumettre à cela parce que c'est provisoire. Non. Pour l'ONU, c'est provisoire. À la Cour africaine des droits de l'homme, c'était provisoire avec M. Soro. Il a fallu 4 ou 5 années après pour que cela soit définitif. Dieu merci, la Côte d'Ivoire ne l'a pas appliqué. Mais si la Côte d'Ivoire l'avait appliqué, comment on retirait M. Soro Guillaume actuellement sur la liste électorale? C'est que vous devez... Bon. Allez-y, vous intervenez. Ce que vous devez savoir, c'est que cette décision, quand on est un État sérieux et que nous appartenons à des organisations internationales, nous avons ratifié donc des conventions et que ces organisations prennent des décisions à notre égard, je pense que pour un État sérieux, on l'applique. La Côte d'Ivoire est certes souveraine, comme vous voulez nous faire entendre. La Côte d'Ivoire est souveraine, mais elle a donc ratifié un certain nombre de conventions à l'international. Lorsque on va voir ces organisations internationales comme la Cour africaine des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme de l'ONU, et que ces organisations demandent à ce que l'État, en attendant de prendre une décision définitive, intègre ces personnes, parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui urge. Il s'agit là des élections présidentielles et qui
auront lieu dans quelques semaines. Donc, en attendant que, puisque selon les règles le principe, j'allais dire 94 du règlement intérieur du comité, quand on vous soumet une préoccupation, une communication, vous avez un certain nombre de temps. Et ce temps-là, quand on va, ça dit que c'est jusqu'à, je pense bien, 5 mois. Donc, dans les 5 mois, nous voyons que déjà les élections, c'est dans 2 mois. Donc, en attendant que le temps qui est prévu arrive, il faut qu'on permette à ce que ces personnes-là jouissent de leurs droits civils et politiques. Quand on est un État sérieux, je pense qu'on applique cela. Alors, Vanier, si c'est pense qu'il faut aller au bout, il faut épuiser entièrement le sujet, la question, non, avant de procéder à moi, toute application. Je pense que non, parce que vous voyez, et c'est ce qui est malheureux pour nous, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à ce que messieurs Soro Guillaume et Laurent Gbagbo soient intégrés sur la liste électorale, l'État a refusé. Et il n'a pas obtempéré donc à cette décision. Mais c'est lorsque cette Cour, après, parce que justement, il faut dire que les choses ont évolué pendant ces 5 années, le président d'alors n'est plus président. Donc un autre président vient là-bas et certainement avec des accointances, je ne dirais pas avec des gens qu'on peut savoir. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites là? Décidément, avec, au regard des accointances, si vous n'avez avec pas de preuves des à ce gens sujet, prennent des décisions pour, n'est-ce pas, se dédire. Lorsque la Cour se dédie, et malheureusement, nous voyons que c'est cette décision-là que l'État brandit contre ces personnes. D'accord. Je pense que c'est pas logique. D'accord, merci. On va laisser Cissé réagir. Si c'est concernant la marge de manœuvre dont on parle dans ce sujet, Vanier a évoqué l'histoire de Laurent Gbagbo. À l'entendre, on pourrait comprendre que, selon son raisonnement, le peuple est avec Laurent Gbagbo, le peuple est prêt à accompagner Laurent Gbagbo, le peuple est prêt à répondre à l'appel de Laurent Gbagbo. De quel peuple nous parlons? Le peuple de Côte d'Ivoire, bien sûr. Le peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire, tout le monde ne peut pas être Gbagbo. Pour preuve, lors des pré-congrès, le RHDP a mobilisé dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et le 22 juin, tous les Ivoiriens sympathisants du RHDP, plus de 100 000 selon vos comment on appelle ça, vos collaborateurs et amis journalistes, se sont réunis à Ebimbi. C'est le peuple aussi, c'est ça? Il va falloir que nous soyons sérieux. Sérieux dans le débat, sérieux pour les Ivoiriens. Il faut toujours avoir à l'esprit que chaque parole que nous prononcions, chaque mot que nous tenons sur les plateaux, dans le champ politique, a des répercussions sur l'Ivoirien lambda. Quand Vanier me dit que le peuple s'est levé en 2000 et que ce même peuple, aujourd'hui, en 2025, sera face à l'histoire, donc qu'est-ce que M. Vanier nous dit? M. Vanier nous demande au peuple de se lever encore, créer la chienlit? Non, ça ne passera pas. Et le RHDP, lors du rendez-vous du RHDP du mercredi jeudi, le porte-parole du RHDP, M. Adjoumani, a été clair sur la question. Nous n'allons pas tolérer aucun écart, aucune bavure. Il va falloir que... Ce sont des menaces? Ce n'est pas des menaces, ce sont des informations. Le gouvernement travaille depuis 15 ans à assurer la stabilité et la sécurité des populations, des Ivoiriens. Et ce n'est pas à cause de quelques individus, parce qu'ils se sentent lésés quelquefois, ou ce n'est pas pour des caprices de politiciens. Il va falloir remettre tout ce travail qui a été fait depuis 15 ans par le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que l'opposition n'a pas le droit de manifester, de marcher, de revendiquer? Mais, M. Khalil, quand on vous entend parler ainsi, on a l'impression qu'au RHDP, on veut intimider l'opposition, on veut dissuader l'opposition. Non. Pourtant, les manifestations, les revendications sont prévues par nos lois fondamentales. Bien évidemment, mais elles sont encadrées aussi par des lois. Jusque-là, l'opposition n'a pas encore déraillé à travers ces manifestations. Jusque-là,
à chaque fois que les manifestations, les meetings de l'opposition ont été introduits de façon en bonne et due forme, elles ont été encadrées. Tout s'est bien passé. Tout est bien passé. Et cela, c'est à l'avantage du gouvernement. Parce qu'on se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des époques où on ne pouvait pas marcher. Il y a ce genre de plateau, on ne pouvait pas l'avoir. Il faut le dire. Il faut le dire à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Il faut savoir que oui, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui 2025, avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, les Ivoiriens, chacun dit ce qu'il a envie de dire. M. Vani peut venir dire ce qu'il a envie de dire. M. Gbagbo a fait ses meetings. Mais je vous rappelle qu'en mars 2004-2005, des partisans du RDR n'ont même pas eu le temps de se rassembler. Ça s'est fait ici. Donc, ce n'est pas une menace à l'endroit de l'opposition. L'opposition a toute la latitude, toutes les manœuvres pour faire ses manifestations, ses meetings, ses déclarations comme elle entend, il n'y a pas de problème. Seulement, il faut que cela se fasse dans le cadre du respect des lois qui sont en vigueur. C'est ce que nous disons. D'accord. Je pense que je l'arrête. Pourquoi? Déjà, il parle de la question du peuple. Je vais commencer là pour chuter donc sur la question des marches. Il a posé une préoccupation. Il dit que quand vous dites que le peuple va répondre à l'appel de Laurent Gbagbo, vous faites allusion à quoi? Est-ce que c'est une invitation au peuple à se lever contre le régime en place? C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes dans un pouvoir, ou du moins dans un système démocratique. Et dans un système démocratique, le pouvoir revient au peuple. Quand je parle du peuple, vous m'avez présenté un peuple au stade des BNP. Chers amis, sachez que, toujours comme je me parlais avec les images, c'est comme une femme qui est, n'est-ce pas, draguée par deux hommes, dont un, quand il vient avec de l'argent pour essayer de flatter, pour embobiner la fille, et elle va à son rendez-vous. Par rapport à un autre, ou même quand les parents l'empêchent d'aller là-bas, ils sortent par la fenêtre la nuit, à minuit, pour aller rencontrer ce dernier-là. Quand on regarde lequel de ces deux hommes est aimé par cette fille-là, je pense que la réponse, vous en aurez. Maintenant, quant à la question des marches, vous avez dit que des années avant, on ne marchait pas en Côte d'Ivoire. Mais, chers co-débatteurs, je pense que soyons sérieux. Aujourd'hui, félicitons l'opposition d'aujourd'hui parce que de 2000 jusqu'en 2010, nous savons comment était l'opposition. Elle était comment? Une marche où on vient avec les fusils, comme il faut le dire, je pense que ce n'est pas une marche qui doit être permise. Les gens marchaient, on a vu même la marche de PDCI à Cocody, des gens après la marche ont ramassé même des sachets. Et comment vous qualifiez l'opposition d'alors? L'opposition de 2000 à 2011, on marchait avec des fusils, on marchait avec des machettes, on marchait avec des gourdins. Donc ce sont ces marches-là qu'il faut permettre? Non, moi je dis non. Si c'est comme ça que l'opposition d'aujourd'hui marchait, jamais cette marche ne serait permise. Donc, il faut déjà rectifier cette partie-là. Donc, vous estimez qu'aujourd'hui, si l'opposition en Côte d'Ivoire a la possibilité de marcher, de manifester, de tenir ces meetings, cela relève plus de l'attitude de l'opposition. C'est parce que l'opposition est responsable. Que de l'esprit démocratique du pouvoir en place. Mais il faut dire que en réalité, selon la Constitution, une marche n'a pas besoin d'une permission. Pour marcher, on informe juste l'autorité qui, en son tour, prend des mesures d'encadrement. Est-ce que vous voyez? Mais, malgré cela, l'opposition actuelle va et d'abord informe donc, le préfet d'Abidjan d'une marche. Le préfet leur dit, au regard de telle situation, on va essayer d'ajourner un peu la marche. Mais je suis sûr que si c'était l'autre opposition là, elle allait partir contre cette décision. Alors, mais en dépit de ce que le droit leur donnait, le pouvoir de marcher, ils ont respecté la décision du préfet. Et ils ont attendu à ce que cette date arrive pour marcher de façon démocratique. Et je pense que c'est cette opposition qu'il faut féliciter. Quand mon co-débatteur dit que l'opposition d'hier n'était pas civilisée, c'est parce que c'est pour ça qu'il y a eu ces bavures. Monsieur H. Kamara, paix à son âme, il avait une calache? Monsieur H. Kamara, vous répondre? Monsieur H. Kamara avait une calache?
quand ils l'ont pris devant sa femme et ses enfants, criblé son corps de balles et jeté dans un caniveau. Vous avez les preuves? Vous n'êtes pas dans ce pays apparemment. Non, je vous demande si vous avez les preuves Vanier. De ceux qui ont tué M. H. Camara. Monsieur Vanier. Non, dites-moi, est-ce que vous avez les preuves de ceux qui ont tué M. Absoïs Baki Camara? Vous avez les preuves? Vous êtes dans ce pays? Je vous demande. Non. Si vous n'avez pas les preuves, alors je pense que... Je viens. Laisse-moi parler. Vous n'êtes pas arrivé en Côte d'Ivoire en 2011 ou après 2011, je suppose? Non. Très bien. Donc, vous savez qui sont ceux qui ont eu la peau de M. H. Camara. Si vous ne le savez pas, dites-moi, moi, je ne sais pas. Alors, comment vous savez-vous que le RDA a marché avec les... Mais les vidéos sont là. Ah, donc, mais les vidéos de H. Camara ne sont pas là. Mais faites sortir les vidéos. Ah, ok. Voyez-vous, monsieur Khalil, il va falloir que, c'est comme je dis, qu'on soit sérieux. Sérieux, conséquent et cohérent dans ce que nous faisons. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tranché. L'ONU a tranché. Certains ont jugé que nos institutions judiciaires au plan national ne sont pas assez crédibles. Ils ont pris l'affaire. Ils sont allés à l'extérieur. L'extérieur a tranché. Je pense que le débat est clos. La Côte d'Ivoire n'est pas un État second, un État je ne sais quoi. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Et cette souveraineté nous permet de décider qu'est-ce qu'on applique, qu'est-ce qu'on n'applique pas, selon ce qui est bon pour notre État. Et à l'état actuel, la Côte d'Ivoire dit que ces institutions judiciaires ont dit que M. X et Y ne peuvent pas être sur la liste électorale. C'est ce qui sera appliqué. Alors, quand on a ces faits devant soi, disant que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est un fait. Thiam n'est pas sur la liste électorale, c'est un fait. Quand vous dites qu'ils ont été déboutés par la Cour africaine des droits de l'homme et par l'ONU, est-ce que cela voudrait dire, à votre sens, que ces deux leaders politiques de l'opposition n'ont aucune marge de manœuvre? Aucune marge de manœuvre judiciaire, de façon crédible encore, n'existe, sauf si vous me contredisez sur ça. Au plan local, c'est fini. À l'international, c'est fini. Ce qui reste aujourd'hui à nos deux partis, voilà, c'est vraiment, de façon républicaine, accepter les décisions, accepter les verdicts, réfléchir à une solution et voir comment ils peuvent rapidement rentrer dans le moule, se préparer pour les élections, affronter le scrutin, et puis voilà. Alors, Vanier, est-ce que vous, personnellement, vous serez favorable à un appel à descendre dans les rues venant de ces leaders politiques qui constituent le Front commun? Je pense que moi, je suis un républicain. Et vous savez, tout à l'heure, je le disais, quand je parlais, je n'ai pas dit que ces personnes vont appeler à une descente dans les rues, mais je dis le peuple de Côte d'Ivoire, au moment opportun, prendra donc les dispositions. Quelles sont ces dispositions? Quelles sont ces dispositions? Au moment venu, le peuple appréciera de quelle position, ou de quelle j'allais dire, manière il va donc se manifester. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous sommes en train de demander à ce que le jeu politique soit ouvert. Il n'est pas fermé. Il est fermé dans la mesure où tout est mis en œuvre pour empêcher des candidats qui, légitimement et légalement, ont le droit, n'est-ce pas, non seulement de figurer sur la liste électorale, mais d'être électifs. Et je pense qu'au regard de ces droits-là, nous devons, quand on est un État sérieux, on respecte. Je vous rappelle que il y a en 2018, il y a une amnistie qui a été prise, une ordonnance d'amnistie qui a été prise par le président de la République. Or, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, selon donc la constitution ivoirienne, je vais même vous citer l'article de la constitution qui nous dit ici que l'article 106 de la constitution qui nous dit que la loi détermine les infractions pour lesquelles l'amnistie est accordée. Or, nous nous rendons compte avec beaucoup d'étonnement qu'une amnistie est prise et elle tient compte des personnes. C'est-à-dire qu'elle fait une amnistie sélective. Avant-hier, j'ai entendu sur un plateau ici
qu'en Côte d'Ivoire, la législation ivoirienne permet une amnistie élective. J'ai été attrapé ma tête. Je dis, mais la Constitution le dit en son article 106, que l'amnistie est accordée, donc vient, du moins détermine donc, les infractions et non les personnes. C'est sur les infractions que l'amnistie porte et non les personnes. Déjà, nous avons assisté à ça. Toujours la même loi nous dit, dans la même Constitution, nous dit dans son article 87, que c'est la haute cour de justice qui a compétence pour juger un chef d'État et les membres du gouvernement. Nous avons assisté à un procès qui s'est fait avec une justice donc, de première instance. C'est-à-dire une cour ordinaire. D'accord. Ce qui est en contradiction totale avec la Constitution qui est la mère de toutes les lois en Côte d'Ivoire. Quand on est dans cette posture, et surtout quand nous savons que les personnes qui manœuvrent pour ces genres de situations, hier, ont pris, ou du moins on sait ce qui s'est passé quand ces personnes ont été exclues du jeu politique. Je pense que l'histoire devait nous enseigner de sorte à prendre les conséquences dont il s'est fait passer et d'ajuster notre présent pour éviter à notre futur, en tout cas, le désastre. D'accord. Il faut rappeler à M. Vanier que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, aucune loi, et je le mets au défi, aucune loi n'a été prise pour écarter un candidat. Aucune loi. Non, vous pouvez en rigoler comme vous voulez, mais dites-nous aujourd'hui quelle loi M. Ouattara a pris depuis qu'il est arrivé en 2011 pour écarter quelqu'un. Je vous prends l'ordonnance numéro 2018. L'ordonnance numéro 2018-669 du 6 août 2018. Et que dit cette ordonnance? Et cette ordonnance nous dit que par rapport donc, à la casse de la BCEAO, qui était l'auteur? C'est bien le ministre Koné Katina. Mais cette ordonnance vient ici et de façon très curieuse amnistie donc le ministre et ses complices donc, dans l'affaire. Mais le président Laurent Gbagbo, qui n'était pas directement lié à l'affaire, lui, de façon exceptionnelle, a été exclu de cette ordonnance d'amnistie. Cela fait foi de loi aujourd'hui. Non, monsieur. Oui, puisque ça a été ratifié. La décision en question a été ratifiée. Monsieur Vanier, tous les Ivoiriens, observateurs, analystes sont unanimes. Ouattara n'a jamais pris de décret pour dire que tel est X, tel est Y, il va falloir... Mais l'ordonnance que je viens de vous donner, allez-y lire. Si les juridictions compétentes ont jugé que M. Gbagbo a été coupable d'une casse à la BCEAO, la décision s'applique. Est-ce qu'il a évoqué... Comment vous qualifiez ça? Ce qu'il vient d'évoquer? Je ne sais même pas de quelle ordonnance il parle. Je te parle de l'ordonnance dont il parle. Mais c'est M. Ouattara... C'est le président Ouattara qui a pris l'ordonnance en 2018. Il est le président. Il a ce pouvoir de dire toi je t'amnistie, toi je te gracie, toi je ne fais pas. Oui. C'est de son ressort. D'accord, monsieur. On ne peut pas juger cela comme si c'était fait sciemment pour calculer et effacer ces personnes. D'accord, nous en sommes aujourd'hui au résultat. Parce que le dire ainsi, c'est comme si M. Ouattara se taillait ses adversaires. Oui, mais je tiens à rappeler, c'est le résultat auquel on assiste aujourd'hui. Je tiens à rappeler à M. Vanier que M. Ouattara était sur la même, comment on appelle ça, la même liste pour les élections avec M. Bédier. M. Bédier, en 2020. Il était sur la même liste avec M. Afi en 2020. N'eût été, comment on appelle ça, leur stratagème de plan funeste de CNT, ils étaient tous sur la liste. Il faut arrêter de distraire l'opinion publique. D'accord, monsieur. Alors, le PPACI et le PDCI excluent, vous le savez, toute idée de plan B, alors même que les candidats qui ont été désignés par ces partis politiques ne figurent pas sur la liste électorale. Ils ne sont donc pas éligibles. Le dépôt de leur candidature est même annoncé dans les jours prochains. Comment analysez-vous cette posture? Est-ce qu'on peut y voir une stratégie de boycott déguisé? Vanier. Moi, je ne vois pas là une stratégie de boycott déguisée, comme vous le dites. Je le répète et je reviens encore sur cette C'est une question que je pose, oui, je n'affirme pas. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Parce qu'en réalité, ils s'inscrivent dans une logique républicaine. Puisque la Côte d'Ivoire est un pays qui, donc, comme je le disais tout à l'heure, a ratifié un certain nombre de conventions à l'international. L'ONU
le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'État ivoirien, par mesure conservatoire, donc de faire respecter donc, les droits civils et politiques des candidats Thiam et Gbagbo, afin que ceux-ci puissent être éligibles relativement, ou du moins, comment dirais-je, comme le relate si bien l'article 25 du pacte. Donc, c'est au regard de ça qu'eux, ils s'inscrivent et ils vont déposer leur candidature parce qu'ils espèrent que l'État ivoirien prendra des dispositions nécessaires pour vraiment faire respecter cette décision de l'ONU. C'est seulement une stratégie pour préparer la conscience collective de leurs militants et sympathisants à un CNT bis. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Sinon, si on est républicain et que nos institutions ont décidé, là où nous avons envoyé les affaires, c'est à l'international, ils ont décidé, et qu'il s'avère qu'à l'état actuel des choses, de façon factuelle, vous n'êtes pas sur la liste électorale, à quoi bon de nous dire que vous partez à la CEI pour déposer des dossiers? À quoi bon de nous dire que non, vous allez faire ci, vous allez faire ça? Pourtant, c'est les gens qui n'ont pas fait le parrainage. Bon, il faut, si ce n'est pas... Ils ont dit qu'ils ont récolté les parrainages qui requièrent. Le PDCI l'a dit, le PPACI l'a dit, et même pour apporter une précision, la CEI a dit que tout le monde peut venir déposer ses dossiers de candidature chez elle. Seul le Conseil constitutionnel va décider de la validité ou non des candidatures. Ça, c'est clair, le Conseil constitutionnel va décider. Mais je vous dis, quand on n'a pas participé de façon sérieuse, de façon assidue. On n'a pas préparé les élections. On a travaillé à boycotter. On a travaillé à préparer un CNT bis. On ne peut pas s'étonner aujourd'hui, ou on est étonné aujourd'hui de voir ces mêmes personnes à nous dire qu'on va déposer les dossiers. Vous déposez les dossiers en tant que quoi? Par rapport à quoi? Vous insistez sur quel fichier? Donc vous déposez les dossiers par rapport sous prétexte que non, vous, comment on appelle ça? C'est dans l'espoir que l'État va appliquer une décision provisoire. Quel État? Celle de la Côte d'Ivoire? Non. Je pense que ici le CNT bis dont vous devriez faire allusion, c'est le viol, une fois encore de plus, de la Constitution ivoirienne par le président de la République et non la réponse à ce coup d'État constitutionnel que vous appelez le CNT bis. Le sujet sur le viol de la Constitution, etc., c'est des débats anciens, vides de sens et d'intérêt. Parce que si on rentre tous tout à l'heure dans ce débat, on nous dira que oui, il y a M. Bakongo qui a dit, il y a M. X qui a dit, il y a le ministre de la Justice qui a dit. Mais au-dessus de tous ceux, de toutes ces personnalités-là, les Ivoiriens ont donné caution à une institution de décider, de trancher ces genre de questions. C'est la Cour constitutionnelle. Et en 2020, la Cour constitutionnelle a été claire. Elle a tranché. M. Ouattara peut être candidat. Parce que la nouvelle constitution qu'on a votée en 2016 nous envoie dans une nouvelle république. Le PDCI d'alors a voté oui. D'accord. Il faut nous éviter ce débat de troisième république, troisième mandat, quatrième mandat violé, n'est pas violé. Il faut nous éviter ce débat. Je vous ai bien compris, monsieur. On va marquer une petite pause de quelques secondes. Et on se retrouve juste après pour s'intéresser au deuxième sujet qui est relatif à la commission électorale indépendante. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez avec nous la revue de presse grand format. C'est votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité de la semaine. Et pour cette semaine, nous recevons des jeunes sur ce plateau qui ont envie aussi de se faire entendre sur la vie politique de leur pays. C'est aussi l'occasion pour nous de réitérer notre invitation à l'endroit de tout le monde. Ce plateau est ouvert à toutes les sensibilités politiques. Vous avez la possibilité de venir ici sur ce plateau, fait comme Sissé Ibrahim Khalil, fait comme Vanier Biza Rodrigue. Donnez votre avis sur les sujets qui intéressent votre pays, la Côte d'Ivoire.
d'Ivoire, écrivez-nous tout simplement et on se fera le plaisir de vous contacter et vous recevoir ici pour débattre. Messieurs, nous allons parler de la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a annoncé qu'elle ne pourra pas organiser de révision de la liste électorale après la présidentielle du 25 octobre 2025. Son président, Coulibaly Kubié Ibrahim, l'a déclaré lors d'une rencontre d'information et d'échange sur les modalités pratiques de l'organisation des élections des députés à l'Assemblée nationale. Je vous propose qu'on suive cette vidéo pour avoir quelques explications du président de la CEI. Alors, l'intérêt d'une révision de la liste électorale, c'est faire de sorte que la liste électorale puisse se permettre à faire des élections à long terme. Mais le fondement qui justifie une révision, ce sont les mutations intervenues dans le corps électoral. C'est ça. Ce n'est pas moi qui le dis, vous lisez le code électoral. Hein? On n'a pas dit, on révise la liste électorale pour participer à une élection. On révise la liste électorale pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Et ces mutations sont au nombre de 3, comme je vous l'ai dit. Donc, je l'ai dit. Et puis, par ailleurs, si on dit qu'on va organiser la révision de la liste électorale après les élections du président de la République, ce n'est pas forcément la commission électorale actuelle, ça peut être la commission qui viendra après nous. Ça peut être la commission qui viendra après nous. Mais ce que je voulais dire, et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que je voudrais que chacun de vous ici se lève et puis regarde ce que nous sommes en train de faire, si ça se fait en dehors de la loi. C'est de ça qu'il est question. Hein. C'est vrai. Vous me demandez d'organiser la révision de la liste électorale. Je vous dis que nous, on a organisé la révision de la liste électorale de 2025, entre 2024-2025. Mais la Constitution me dit qu'il faut organiser les élections législatives. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est ça, hein? Vous êtes là, vous dites oui, mais est-ce que la loi me dit d'organiser les élections législatives, oui ou non? Mais alors? Donc, pour moi, ce sont des choses qui sont claires. Ce sont des choses qui sont claires et il faut les comprendre telles que nous le disons. Alors, on va ouvrir cette deuxième partie avec vous. On a écouté le président de la Commission électorale indépendante. Il nous fait comprendre que son institution ne pourra pas organiser de révision de la liste électorale après la présidentielle en raison de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Pourtant, le même président avait fait savoir quelques mois en arrière que cette RLE allait se faire après la présidentielle. Est-ce que là, la CEI ne s'est pas discréditée? Pas du tout, monsieur Khalil, pas du tout. Expliquez-nous. La CEI ne peut pas travailler dans l'anarchie, au gré des humeurs de certaines personnes. La CEI est une institution sérieuse qui travaille de façon encadrée par des lois, la Constitution, le Code électoral, avec les accords entre les différents partis politiques. Et comme il n'y a pas de bricolage, la CEI regarde le calendrier, les délais légaux, et dit, oui, nous avons peut-être dit que nous allons faire une RLE après les élections de 2025. Mais, de façon technique, quand nous nous asseyons et nous regardons, avec les délais que la Constitution, le Code électoral, etc. nous donnent, ce n'est pas possible là. Mais il va falloir d'abord finir, comment on appelle ça, l'élection présidentielle et les législatives avant d'envisager une RLU. Une question, la CEI ne savait pas qu'elle devait organiser une élection des députés? Mais la CEI ne peut pas dire qu'elle ne savait pas, mais on dit que la CEI travaille de façon technique. Elle s'adapte aux réalités du moment. Et quand la CEI vient et qu'elle observe que oui, j'ai prévu peut-être faire, comme on appelle ça, une RLE en décembre ou en janvier, mais je vois qu'avec ce que la Constitution et le Code électoral et les accords m'imposent comme délai, en ce moment-là, je ne peux pas. Et elle appelle les partis politiques encore, venez, je vous dis, voilà ce qui est. Et le président de la CEI a expliqué très clairement quels sont les facteurs qui obligent la CEI à procéder ainsi. Je pense qu'au-delà de toutes les spéculations qu'on peut avoir,
je pense qu'il va falloir qu'on travaille à consolider, à rendre plus forte notre CEI, en évitant de la diaboliser, de la jeter à la vertu populaire. Parce que je me base sur les propos de l'ancien président, M. Laurent Gbagbo, qui en 2010 disait qu'il ne sait pas pourquoi les gens chantent la CEI, attaquent la CEI. Que parce que, pour lui, ou bien, le rôle de la CEI, M. Gbagbo lui disait, que c'est juste d'organiser les élections, comptabiliser les voix et aller les déposer au Conseil constitutionnel. Et c'est le Conseil constitutionnel qui déclare les résultats. C'est M. Gbagbo qui nous disait ça en 2010. Et il dit que le rôle maintenant du politicien est d'aller convaincre les électeurs. Et que c'est là-bas que les élections se gagnent. Donc, il va falloir que l'Ivoirien, aujourd'hui, accepte cette idée-là. L'élection ne se gagne pas à la CEI. La CEI n'est qu'un instrument. L'organisateur, elle va juste réguler. C'est tout. Nos politiciens, nos partis politiques, comme le fait le RHDP déjà, doivent aller sur le terrain, convaincre les électeurs, les 6 millions d'électeurs sur la liste électorale, pour que ceux-là, au soir du 25 octobre, puissent porter leur choix sur les personnes. D'accord. Alors, si c'est quand vous dites que l'élection ne se gagne pas à la CEI, j'imagine certains de l'opposition vont vous répondre, mais ouvrez la RLE, n'est-ce pas, Vanier Bizarre? Il faut ouvrir la RLE. Okay. Vraiment, merci beaucoup. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais revenir rapidement sur un pan de ce qu'il avait abordé concernant la Constitution, ou du moins le Conseil constitutionnel. On n'a pris pas le temps. Oui, je sais. En deux secondes. Allez directement. Oui, en 2 secondes, parce que je m'en voudrais de ne pas toucher. Oui, bon, permettez-moi. Il faut dire qu'il parle là du Conseil constitutionnel qui a pris une décision donc, en 2020 pour dire que le président actuel est éligible. Mais je rappelle que le même Conseil constitutionnel, depuis le temps du président Tia Kone, il était interdit, selon le Conseil constitutionnel, au président actuel d'être candidat. Après les élections, le président actuel lui-même a qualifié cette élection d'élection calamiteuse. Et en conséquence, il ne reconnaissait pas le président qui était issu donc de cette élection-là. En 2010 également, le Conseil constitutionnel a pris une décision de qui avait gagné les élections. Les mêmes partis-là ont refusé cette décision du Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont mal placés pour nous rappeler les Maintenant, concernant la commission électorale, concernant la commission électorale indépendante, en fait, il y avait beaucoup de surprises, ou du moins beaucoup d'étonnement que j'écoute donc le président de la CEI. Parce qu'on a l'impression que, excusez-moi du terme, mais on a l'impression que ce sont des amateurs qui sont donc au niveau de la CEI. C'est faux ça, s'il vous plaît. Bon, oui, mais en réalité, c'est ce que cela présente en réalité. Pourquoi? Je l'ai dit un jour sur votre plateau ici, que de la manière, moi je vois l'organisation donc de cette RLE-là, les gens s'arrangeront de sorte à ne pas faire la RLE cette année. D'aucuns m'ont dit non, c'est faux. Mais aujourd'hui, nous sommes face à la réalité. Le président dit, d'abord, il dit que la loi lui permet d'organiser les législatives. Mais en même temps, il oublie que le code électoral également lui donne obligation d'organiser la RLE chaque année. Donc pourquoi violer les dispositions donc, du code électoral et vouloir respecter les dispositions vraiment de la loi qui lui donne donc injonction d'organiser les élections législatives. Ça, je marque cela. En plus, il dit qu'on fait la RLE non pas pour aller aux élections, mais pour essayer de mettre à jour tous les changements qui sont intervenus dans le corps électoral pendant. Mais c'est comme on me dit tout à l'heure que on ne va pas à l'hôpital pour se soigner. Mais quel est l'objectif d'aller à l'hôpital? Si on n'y va pas pour se soigner, ou du moins quelqu'un me dit que bon, je ne sais pas comment vous le dites, mais on fait la RLE dans le but donc d'avoir des électeurs inscrits sur la liste électorale dans le seul et unique but, n'est-ce pas,
que ces électeurs-là participent à une élection. Et la mère de ces élections-là, c'est les élections présidentielles qui auront lieu dans 2 mois. Donc, quand le président de la CEI s'assoit et qu'il dit qu'on ne fait pas la RLE pour les élections, mais pour simplement mettre à jour le corps électoral, ça dit que je suis aberré en fait. Donc, c'est ce que je relève déjà au niveau donc, des propos du président de la CEI. Pour revenir rapidement, est-ce que vous allez m'excuser, sur l'histoire du Conseil constitutionnel, celui qui a dit que son élection, il est venu de façon calamiteuse, c'est bien M. Laurent Gbagbo lui-même. Donc, ça, j'aimerais dire que vous corrigez ça. Et puis, il prend l'exemple de 2000, où le Conseil constitutionnel a dit et n'a pas dit. Mais je vous rappelle que depuis 2002 ou jusqu'en 2010, nos institutions étaient pratiquement à genoux. Le pays divisé. Donc, la décision du TIEM, c'était en 2000 et non en 2002. Vanier, on va le laisser aller au bout de, de son développement. Je fais l'effort de t'écouter. Merci beaucoup. Fais l'effort aussi de m'écouter. On va s'écouter, voilà, c'est très important. Maintenant, pour revenir sur le code électoral fait injonction. Mais quand vous dites que le code électoral, en son article 6, fait injonction au président de la CEI, pourquoi vous ne dites pas l'article 11 aussi? Que dit l'article 11? L'article 11 laisse la latitude, dit clairement que la CEI est l'organe en charge de la RLE, décide de quand est-ce qu'elle engage la RLE. C'est ce que l'article 11 nous dit. L'article 6 que vous brandissez chaque matin, il nous dit que oui, chaque année, il faut faire la RLE. Mais le président de la CEI dit quoi? De façon simple. Il dit que, étant donné que, comment on appelle ça, les élections ne se passent chaque année, et que la RLE n'a pas pour but les élections, n'a pas pour but premier, je précise, les élections, parce que le but premier de, comment on appelle ça, de la RLE, c'est d'abord de prendre en considération les mutations qui ont eu lieu dans le corps électoral. Et il a cité, je ne sais pas, après l'explication de M. Cubier, qu'est-ce qu'il faut encore dire ou qu'est-ce qu'il faut encore expliquer? Pourquoi on reprend le même narratif que le président de la CEI? Si c'est clair. L'élection, la RLE n'est pas liée à l'élection. La RLE, c'est juste pour mettre à jour les mutations sociales. Monsieur Khalil, ça peut déplaire, les gens peuvent interpréter ça comme ils veulent. Mais est-ce que c'est faux ce que M. Cubier dit? Est-ce que ce que M. Cubier dit n'est pas encadré par la loi? Est-ce que M. Cubier, ou bien, comment on appelle ça, la CEI, prend une décision qui n'est pas dans le code électoral de la Constitution, qui n'a pas été pris de commun accord avec les partis politiques? Non. Alors, M. Cubier dit que l'élection, la révision de la liste électorale, selon le code électoral, oui, n'est pas précisée. C'est-à-dire que la période est laissée à l'appréciation de la CEI. Mais le code électoral dit que cette révision se fait chaque année. Vous êtes d'accord avec ça? Chaque année. Chaque année. Et la CEI même l'avait promis à tout le monde. Le président l'avait dit maintes fois que cette révision allait se faire après l'élection présidentielle. Et là, ils nous dit, si ce n'est pas son équipe qui fait cette révision, ça peut être l'équipe qui va prendre la place après. Mais monsieur Khalil, il faut aussi dire que... On dit une chose aujourd'hui, demain on dit autre chose. Il faut aussi dire que ça paraît sérieux? Lorsque les partis politiques se sont retrouvés avec la CEI dans des différents ateliers, dans des différents séminaires, ces questions ont été débattues, notamment le parrainage, la RLE en 2025, etc. Et tous les, comment on appelle ça, tous les partis prenants de ces ateliers, de ces séminaires, ont dit, étant donné que en 2025, avec l'élection présidentielle qui va se faire en octobre, il n'est pas possible, ou bien il est techniquement difficile de faire une RLE, alors on va enrôler des jeunes de 17 ans qui, en masse, auront l'âge de voter. C'est ce qui a été fait. On a même vu le président du PDCI, M. Thiam, à l'intérieur du pays, à Dimokro, où je me trouvais à l'époque. Il était heureux de dire qu'il a vu des jeunes filles, des jeunes dames de 16 ans, 17 ans, qui sont venues se faire enrôler parce que... Mais attendez, quand on finit ça, et aujourd'hui, la CEI, de façon technique, s'assoit et dit que voilà, selon le chronogramme que nous on s'est donné, vous, partis politiques, et nous, CEI,
selon ce qu'on s'est donné, voilà comment il faut procéder. Vous dites aux gens que non, il se discrédite. En quoi il se discrédite? D'accord. Vanier veut réagir. Allez-y. En fait, je suis étonné. Étonné de savoir que quand ça nous arrange, on dit les partis politiques. Quand ça ne nous arrange pas, on dit c'est la loi. Mais pourquoi jouer avec l'esprit des Ivoiriens ici? Le code électoral dit, et c'est net, la révision de la liste électorale se fait de façon annuelle. On respecte ou on ne respecte pas. Dans son article? J'arrive. Mais c'est dans son article 11, comme vous le dites, cela est laissé au libre, du moins à la libre appréciation dans le débat j'arrive. De la CEI de décider de la date exacte. Mais on dit annuel. Ça veut dire que la date que la CEI va choisir, comme elle avait si bien dit, ça peut être avant les élections, ça peut être après les élections, mais chaque année. Or, ici, ce à quoi nous assistons, c'est que les élections, comme la révision de la liste électorale, comme la CEI nous avait promis qu'elle allait se faire après les élections, voilà qu'elle vient encore hier se dédie pour dire non, cette fois-ci, ça ne sera pas elle. Et elle doute fort que ce soit même elle, cette équipe-là qui va organiser. Donc, tu vois que quand c'est comme ça, il y a un problème. Et c'est cela qui, moi, en tout cas, me touche gravement. D'accord, monsieur, nous sommes, on me fait savoir, nous sommes à la fin de cette émission. On va donner on va faire un dernier tour de table. Chacun a 30 secondes pour sa conclusion. Et nous souhaitons que cette conclusion soit un message de paix à l'endroit de vos amis jeunes qui vous suivent en ce moment, parce qu'en général, quand il y a des violences, ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus en avant. Si c'est. Bon, déjà remercier votre chaîne et vous-même pour l'opportunité que vous avez offerte pour nous exprimer sur les questions qui touchent à l'intérêt national. Et puis, dire aux populations ivoiriennes, aux jeunes, que les élections d'octobre 2025, comme l'a dit son Excellence le président Alassane Ouattara, vont se passer avec transparence, de façon apaisée. Et que chacun fasse son devoir, que chacun fasse ce qui lui incombe. Nous, les électeurs iront voter, les partis politiques rentrent dans le système, font campagne, cherchent à convaincre l'électorat, et puis que chacun va à ses occupations tranquillement. À côté, sinon le RHDP déjà est sur le terrain, en train de se préparer. Et puis, pendant que certains politiciens ou certains de nos adversaires sont en train de compter les mandats, nous, au RHDP, on est en train de compter les ponts, les universités, les écoles, les routes, voilà, des choses factuelles. Voilà. Et c'est ce que l'Ivoirien aujourd'hui demande. C'est ce que le peuple ivoirien demande. D'accord. Voilà. C'est noté. Merci pour cet appel, Vanyebi. En 30 secondes. Déjà, la fois dernière, je l'ai dit sur votre plateau, et aujourd'hui encore, je le répète. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du président de la République. Et je voudrais saisir cette opportunité pour m'adresser au président de la République. Excellence, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire est à un tournant décisif. Il revient de votre responsabilité de prendre des décisions sages. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont les décisions qui sont prises à la tête de l'État qui souvent ont des répercussions sur la population. Si vous, le président, vous prenez une mauvaise décision, naturellement, le pays va encore plonger dans une crise. Mais si vous prenez la bonne décision, le pays va encore fêter, comme on avait fait donc, dans le cadre de l'organisation de la CAN, les élections. Et je vous en prie, Monsieur le Président, de prendre une bonne décision en permettant à ce que vos adversaires importants et sérieux puissent également compétir à ces jeux. Ouvrez le jeu pour que la Côte d'Ivoire puisse célébrer cette démocratie qui a besoin de souffle pour vivre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Alors, messieurs, nous avons fini ce débat. Merci beaucoup. Vous, le Républicain. Cissé Ibrahim Khalil, militant du RHDP, chargé de communication de l'UNARES, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, l'Union anyamalaise pour la renaissance et la solidarité. Vanier Biza Rodrigue, président fondateur de l'APCM international, Association des Africains pour le changement de mentalité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de venir faire le débat. On est toujours ouvert à vous. Vous venez tant que vous le voulez pour vous prononcer sur l'actualité de votre pays. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt, à la semaine prochaine pour notre rendez-vous de la revue de presse grand format. Tant que la roue de l'actualité continue de tourner, nous serons là pour vous offrir encore des émissions de ce genre. Bonsoir chez vous.